Je me souviens, non pas de l'année, mais du jour où je suis arrivé en ligne. Je me souviens du premier site web que j'ai vu de ma vie. Mes étudiants en médecine rejettent un peu ces outils. Et alors que j'étais un geek, je suis entré en faculté de médecine et je me suis retrouvé devant ces anciennes structures de communication. Mais en même temps, j'avais beaucoup de solutions à proposer en médecine, comme par exemple être à jour, filtrer les informations, trouver les informations dont j'avais besoin, publier les informations de mes collègues, etc. J'avais les solutions et petit à petit, j'ai essayé de les mettre en œuvre dans le secteur de la médecine. Nombre de mes professeurs m'ont dit que non seulement ils ne voulaient pas avoir aux médias sociaux parce que ça allait être compliqué, mais qu'ils risquaient d'être souffrir d'obésité d'information. Et je leur ai dit, mais en fait, c'est pas ça le problème. Il s'agit juste de filtrer les informations pour être à jour. Donc, après mes études et ensuite en tant que médecin, je me suis dit que le crowdsourcing devrait sûrement être la solution à un nombre de problèmes en médecine. J'ai ici deux exemples tirés de mon expérience où j'ai utilisé le crowdsourcing pour des causes tout à fait importantes. Tout d'abord, le média social doit être soigné. Et comme je vous l'ai dit, il faut que ce soit coordonné. L'information doit être organisée. On a un très grand nombre de sites. Je share, par exemple, des blogs de qualité, des canaux de médias sociaux de qualité. Je me suis dit, il devrait y avoir un service comme un conservateur, quelqu'un qui va orchestrer, coordonner la diffusion des informations. Donc voilà, pour Wibicina, nous faisons du crowdsourcing de ce type d'informations et nous avons sélectionné les plus importants médias sociaux dans 80 domaines médicaux. Et lorsque je parle de sélection, je ne parle pas de moteur de recherche ou d'algorithme, mais je parle de sélection manuelle avec des patients et des médecins. Nous avons une partie pour les professionnels, une partie pour les patients. Voici, en cardiologie, nous avons sélectionné les sites, blogs, podcasts, communautés de Facebook, utilisateurs de Twitter, slideshows, etc., qui sont les plus pertinents pour la cardiologie. Et grâce aux patients et aux médecins, nous avons pu faire cette sélection plus fine. Et nous expliquons pourquoi tel ou tel blog a été sélectionné. C'est très important. Et puis, nous avons un outil de clustering où l'on peut chercher des blogs uniquement sur le diabète ou les nouveaux sites sur telle pathologie. C'est à vous de pouvoir choisir. Les utilisateurs veulent aussi avoir les dernières informations par les canaux médias sociaux. Donc, nous avons le système de médecine personnalisée. C'est l'outil le plus facile à personnaliser en vous inscrivant. C'est en plusieurs langues. Donc, si vous cliquez sur le drapeau chinois, la plateforme sera en chinois. Les journaux, les nouveaux sites, les comptes Twitter seront les meilleures sources en chinois. Raison pour laquelle nous passons par une coopération internationale. Nous pouvons exporter les RSS, les fils RSS par un seul clic sans aucune contrainte. Ensuite, il y a une application pour les iPhones, bien entendu. Et nous avons des quiz par lesquels les patients et les professionnels vont en apprendre plus sur les médias sociaux et l'utilisation efficace d'Internet. Et puis, on s'est dit que non seulement
Il y avait les recommandations mais les suggestions aussi sur les médias sociaux pour les professionnels de santé et les patients. Et on s'est dit, qu'en est-il du secteur pharmaceutique? Donc, on a invité les meilleurs blogueurs dans le secteur pharmaceutique et les meilleurs experts médias sociaux pharma pour créer un guide libre d'accès. Tout le monde peut le télécharger sur notre site web. C'est gratuit, avec juste des concepts, des suggestions sur Wikipédia, sur les blogs, sur YouTube, Facebook, sur ce qu'il faut faire et ne faut pas faire en tant que laboratoire pharmaceutique ou en tant que professionnel de santé. Alors, qu'en est-il de ce segment? Ça, c'était mon premier exemple pour le crowdsourcing. Il y a un deuxième exemple, quelque chose sur lequel je travaille depuis très longtemps. Les connaissances numériques doivent faire partie de notre travail médical. Et c'est pour ça que je suis le seul à avoir créé ce cours universitaire qui se concerne uniquement les médias sociaux et la médecine. Je l'ai lancé en Hongrie il y a 5 ans. C'est une conférence qui est ouverte à tous. Il y a toujours un public très nombreux qui vient y participer. On utilise Facebook, Twitter, YouTube. On voit comment on peut communiquer avec les patients, avec les moteurs de recherche, comment on peut travailler. C'est 14 semaines de séminaire et je demande toujours à mes étudiants de remplir un questionnaire avant et après ces séminaires pour estimer un peu leur avis à ce sujet. Voici la question. C'est « Avez-vous aimé le cours ?» C'est 100% de oui, donc je pense que c'est un retour très positif. Deuxième question, je leur ai présenté tous les outils de Web 2.0 qu'ils peuvent utiliser dans leurs études. Et je leur montre les mots les plus actifs, information, patient, partage, et ils voient dans les clouds, dans les nuages, à quel point les médias sociaux peuvent être utiles dans les études et dans leur stratégie. Je leur donne aussi des définitions de médias sociaux. Certains n'avaient jamais entendu parler de ça et peu pouvaient le définir précisément. En rouge, vous avez les réponses avant les séminaires et en vert, après le séminaire. Donc, vous voyez qu'il y a un véritable basculement dans leur compréhension des médias sociaux. Avez-vous entendu des patients? Oui, c'est 96% à l'issue du cycle de séminaire. Connaissez-vous la définition exacte de la médecine 2.0 et santé 2.0? 80% non avant le cycle de séminaire, 80% oui après les séminaires. Donc, un basculement total dans les comportements et les attitudes des patients, uniquement en participant à ce type de cours. Et en septembre l'année dernière, j'ai été invitée à participer au sommet de Stanford. Je suis ensuite rentrée en Hongrie et j'ai reçu un email d'un médecin britannique qui m'a demandé quelle était l'adresse de mon école de médecine pour venir toutes les semaines uniquement pour participer et suivre mon cours. Donc, je pense qu'il devrait y avoir une version internationale de mon cours, d'où la création de ce cours il y a 6 semaines, où il y a 16 exposés avec des posters et avec des étudiants, des médecins et des patients qui peuvent suivre ces conférences les unes après les autres, apprendre les e-patients, les médias sociaux, les mondes virtuels, etc. Tous les sujets importants qui concernent les médias sociaux et la santé. Et j'essaye aussi d'avoir un système de la gamification des jeux, quelque chose de ludique pour les attirer davantage. Une fois encore, c'est gratuit. Il y a 600 étudiants qui l'utilisent au quotidien aujourd'hui. Donc, si vous connaissez Wikipédia, RSS ou les moteurs de recherche, essayez de faire le test. Parfois, je n'ai pas réussi à répondre à toutes les questions qui étaient posées dans le quiz non plus. Maintenant, nous aimerions créer une véritable communauté où les étudiants vont pouvoir s'entraider, c'est-à-dire soumettre les questions de tests d'examen et faire du crowdsourcing sur un problème donné. Par exemple, un jeune médecin qui a terminé un séminaire qui veut créer un canal YouTube pour certaines activités. Il peut faire un crowdsourcing et les étudiants qui commencent à étudier ça au quotidien peuvent l'aider parce qu'ils vont former une communauté d'entraide. Donc ça, c'était le deuxième exemple de crowdsourcing, mais bien entendu, je me suis rendu compte que cette évolution était mondiale et je vais vous donner quelques exemples tout en parlant encore de crowdsourcing.
crowdsourcing. Tout d'abord, Twitter, c'est le meilleur canal de crowdsourcing. L'année dernière, j'avais passé du crowdsourcing des diagnostics médicaux des étudiants en médecine, mais en fait, beaucoup ont essayé le crowdsourcing sur Twitter et beaucoup ont échoué. Anderson Cooper est un fameux journaliste de CNN qui avait 1,5 million de suiveurs sur Twitter et il leur a envoyé une question sur Twitter. Comment pouvez-vous savoir si vous avez la bronchite? Alors, on pose la question à 1,5 million de personnes. Je suis l'avis d'1 million de personnes. Pourquoi aller sur CNN Docteur? Et la réponse préférée, lorsque le docteur me dit que j'ai la bronchite, en général, il a raison, pas toujours. Ça, c'est poser des questions à des milliers de personnes que vous ne connaissez pas. Le crowdsourcing, c'est passer du temps et de l'énergie à construire des communautés et à leur poser des questions précises. Je l'ai fait l'année dernière. C'est pour ça qu'on m'appelle le docteur Twitter maintenant. Et il y a quelques semaines, je me suis plaint sur Twitter en disant pourquoi est-ce que je suis le seul médecin européen à être le docteur Twitter sur la liste des médecins qui ont plus d'influence. Et un autre m'a répondu, vous avez raison, nous avons besoin d'un répertoire des professionnels de santé européens, des médias sociaux. Et on a commencé à le créer en mettant la liste de tous ces toubibs avec leurs adresses, l'adresse de leur site web, de leur blog, avec un répertoire énorme de Twitter médecins actifs sur les médias sociaux, avec une carte interactive où on peut suivre quelles sont les régions d'Europe où se trouvent les docteurs Twitter qui partagent des informations intéressantes au quotidien. Voilà, c'est ça le crowdsourcing. J'utilise aussi Second Life, l'environnement virtuel, où j'invite des professeurs des États-Unis, des étudiants du Brésil, du Pérou et d'Allemagne, et nous nous retrouvons autour d'une table pour évoquer une pathologie particulière et on essaye de faire du crowdsourcing pour le diagnostic sans déplacement géographique particulier. Et enfin, au quotidien, je suis submergée d'informations. Je suis environ 300 journaux, blogs médicaux, etc., avec un grand nombre d'articles, de publications et d'informations que je retrouve sur mon ordinateur. Bien entendu, je ne vais pas tout vérifier, sinon j'y passerai des journées entières, mais c'est les communautés qui font ce travail pour moi. Ça fait 5-6 ans que je construis ces communautés et je sais qu'ils peuvent filtrer les articles les plus intéressants pour moi. Je peux le faire pour eux aussi à mon tour et ainsi, chaque jour, j'ai accès aux informations les plus pertinentes. Donc voilà pour le filtrage et le crowdsourcing. Il ne s'agit pas de processus très compliqué. Tout le monde peut apprendre à le faire en quelques minutes, même les professionnels de santé. Voilà ma synthèse. Il y a un très grand nombre de services ouverts et de e-patients et il y a très peu de médecins sur les médias sociaux, alors qu'il y a un grand nombre de médecins qui ne connaissent pas l'informatique, qui ne sont pas ouverts à l'idée d'utiliser ces outils. Pour combler ce fossé, à mon avis, il y a deux solutions. Tout d'abord, former les médecins et les patients en leur permettant d'avoir accès aux sources de médias sociaux médicales les plus pertinentes, en le faisant manuellement par le biais de coopération avec des professionnels. Et puis, il nous faut dans le programme de formation des étudiants en médecine, inclure ces aspects pour qu'ils comprennent les besoins de ces e-patients. Ce mouvement, ce n'est pas spécifique à la médecine. Vous connaissez probablement ce monsieur, vous l'avez probablement vu aux informations. Il est devenu célèbre par hasard. Il était dans le public dans une émission aux États-Unis. C'est devenu une célébrité Internet. Et il a créé une application iPhone. Il est sur site web. C'est l'homme qui rit.
Donc, imaginez le nombre de choses que nous pourrions faire uniquement en utilisant une stratégie similaire qui repose sur une grande créativité. Deux autres exemples qui s'appuient sur cette créativité. Voici ce qui se passe lorsqu'un patient conçoit une infographie sur son état médical, sur son état de santé, 20 ans d'antécédents médicaux, de dépression, de médicaments, d'interventions chirurgicales. Donc, 20 ans d'histoire médicale résumée sur cette chronologie. Les médecins étaient épatés. Et ensuite, du côté professionnel, il s'agit de mon exemple favori. J'aimerais voir au travers des patients, par transparence, et je peux le faire par réalité augmentée aujourd'hui lorsque l'on associe les images que je peux voir sur mon téléphone mobile et les radios qui me sont envoyées. Imaginez étudier l'anatomie ainsi. Moi, j'ai étudié l'anatomie avec les planches anatomiques des ouvrages les plus petits, avec des tout petits caractères. Donc voilà ce que l'on pourrait faire, une immersion dans l'anatomie. Voilà ce que l'on peut encore faire avec les médias sociaux. Je vous remercie de votre attention.